Mesdames, Messieurs, chers amis, je veux d'abord, avant tout, remercier Serge Berlugo qui m'a donné l'occasion, 48 ans après avoir quitté le Maroc, à revenir pour la première fois pour pèleriner sur les tombes de mes ancêtres. C'est quelque chose de très important pour moi et je voulais le remercier. Je peux lui dire aussi qu'il y avait beaucoup de gens de ma famille qui voulaient venir. Il y a un mariage ce week-end, ils n'ont pas pu venir. Je viens d'avoir un SMS, un message d'Ariel Nessas, de Ariel Nessas, qui s'excuse auprès de vous, il n'a pas pu venir parce qu'il y avait beaucoup d'événements dans sa synagogue qui l'ont empêché de venir. Alors le sujet, c'était les takanot de Meknes. Mais avant de vous parler des takanot de Meknes, très rapidement, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. C'est une lettre écrite par Rabbi Shlomo Cohen à son père Rabbi Yehuda de Sigil Massa, citant la communauté juive de Meknes. Ici. C'est bon. Ah, c'est bon. Voilà, alors la deuxième, vous voyez dans la lettre, c'est marqué une Nacha. C'est une lettre en 1148. 1148, la communauté juive de Meknes est citée. Un siècle plus tard, en 1300, elle est citée dans les Teshuvot, dans les responsables de Rabbi Asher ben Yehiel de Roche. 100 ans après, il y a un manuscrit qui est écrit à Meknes en l'année Kov Samer, c'est-à-dire 1408, un livre de philosophie. C'est-à-dire qu'à Meknes, en 1408, il y avait des sages hébraïques qui écrivaient des livres. En 1492, après 1492, il y a eu aussi des manuscrits, un manuscrit qui existe à Oxford qui a été écrit 10 ans après. C'est-à-dire pendant les 5 siècles, entre 1100 et 1500, tous les 100 ans, on a un manuscrit écrit à Fès. Maintenant, le sujet aujourd'hui qu'on m'a demandé de se traiter, c'est les takanot de Meknes. C'est difficile de les traiter en 15 minutes. Mais je vais essayer de vous dire de quoi il s'agit. Avant de parler des takanot de Meknes, il faut dire en 2 mots que les takanot ont régi la vie communautaire juive à travers l'histoire. Contrairement à la majorité des communautés qui ne colligeaient pas les décisions communautaires, certaines communautés structurées les ont rassemblées dans des recueils. Ce fut le cas notamment en Espagne, à Valladolid, en Allemagne, à Worms, en Turquie, à Izmir, en Italie, à Vérone. C'est des livres de takanot qui existent. Qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent des règlements communautaires. Il faut savoir une chose, nos rabbins, ce n'était pas uniquement des rabbins de synagogue ou des juges. Ils avaient un travail législatif. Ils légiféraient. Ils créaient des lois. Et c'est ça les takanot. L'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 a créé une communauté de 20 000 Juifs originaires de plusieurs régions d'Espagne et du Portugal aux coutumes différentes, qu'il fallait unifier en une communauté unique ayant une seule coutume. Pour fonder les bases de leur vie communautaire, les expulsés d'Espagne ont en premier lieu promulgué à Shavuot de l'année 1494 une ordonnance déclarant que les kiddushin, le mariage, devait se faire devant 10 hommes de la communauté dont un des rabbins de la ville. Que le contrat de mariage en vigueur serait celui de la communauté des biens. Que les filles célibataires héritaient au même titre que les garçons. 30 ans plus tard, ils adoptèrent la coutume espagnole de cachériser la viande d'un animal en soufflant dans les poumons pour s'assurer de leur intégrité. Ils interdirent également de poursuivre un coreligionnaire devant une juridiction non juive
et des critères des takanot concernant l'intégrité des mœurs, la fraude ou la tromperie, les dépenses somptuaires, la vie communautaire, son administration et sa fiscalité. Toutes ces takanot ont été rassemblées dans un recueil, Sefer HaTakanot, qui était le livre des takanot de Fès, qui a donné naissance à une large jurisprudence et qui a constitué le Shulchan Aruch des communautés d'origine espagnole, Fès, Meknes, Sefrou, Tétouan, Elsa, au point de supplanter la halakha telle qu'elle a été édictée par le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. La production des takanot fondatrices de la communauté a globalement cessé à Fès autour de 1640. Et pendant les siècles qui ont suivi, à Fès, ce ne fut que des rappels à l'ordre, tant la pression morale de l'ordre établi empêchait toute refonte et toute mise à jour. La communauté juive de Meknes était, elle, une toute petite communauté. L'expulsion des Juifs d'Espagne ne la peupla que très modérément. Les expulsés préférant s'installer, naturellement, dans la capitale de l'époque, Fès. Il faut attendre 150 ans plus tard pour voir un léger frémissement avec l'arrivée de Fès des familles Abensour, Toledano et Berdugo. Meknes ne prit son essor qu'avec Moulay Ismaël, qui décida d'en faire sa capitale. Il y transféra sa résidence, fit construire une ville impériale nouvelle et la dota d'un quartier juif que la communauté fit construire sur un terrain qui lui fut vendu par le souverain. Moulay Ismaël fut entouré de nombreux conseillers juifs. Parmi les plus célèbres, on compte Rabbi Yosef Mimran et son fils Rabbi Abraham le Nadi, qui était aussi le banquier de Moulay Ismaël et le président de la communauté juive de Meknes et du Maroc. À cette période, la ville de Fès et sa communauté juive avaient été confiées par Moulay Ismaël à ses enfants qui ont harcelé la communauté et l'ont persécuté. Les rabbins de Fès venaient faire valider certaines de leurs takanot auprès des rabbins, des présidents de la communauté de Meknes, qui était devenue la capitale. La communauté de Meknes commença à prendre de l'importance numériquement et qualitativement comme une communauté de la capitale se doit. De nombreux fascis vinrent s'y installer. Les familles Elkiev, Alioua, Boussidan, Hamar, toutes ces familles étaient originaires de Fès. Les conditions de vie étaient plus faciles, notamment à cause d'une grande famine qui décima le Médard en 1738. Il ne restait à Fès alors que 10 familles juives. Il ne restait plus de juifs à Fès pendant la famine. Et Meknes était pleine de juifs. Les rabbins de Fès venaient vivre à Meknes et à Tétouan. Meknes se mit alors elle aussi à éditer des takanot, qui au départ n'étaient que des rappels d'anciennes takanot de Fès, qui continuaient de fonder le mode de fonctionnement de la communauté. Elle décida elle aussi de les rédiger et elle les a colligés dans un livre à la suite d'une copie des takanot de Fès, livre qui devint le livre officiel des takanot de Meknes. Il faut attendre la nomination de Rabbi Raphaël Berdugo comme Dayan en 1786, puis comme Avdettin en 1810, pour voir apparaître des takanot innovantes que l'on ne retrouve pas dans les autres recueils des autres villes. Ils interdirent les jeux de cartes. En 1800, ils interdirent la gzoul, les entailles que les femmes se faisaient au visage en apprenant la nouvelle d'un décès, de même que l'usage consistant à ensevelir les femmes avec des vêtements mortuaires cousus de fil d'or. Nous nous arrêterons sur une takana datant de 1797. Protégeons le locataire. Rédigé et signé par Rabbi Raphaël Berdugo. Vous la voyez derrière. C'est son autographe. Cette takana fait débuter et finir les bails locatifs au mois de mai et bloque les loyers. Je cite, « Nous avons décrété qu'à partir de ce jour, tout locataire ne pourra être expulsé durant l'année
Depuis Rosh Chodesh Iyar, c'est-à-dire le mois de mai, jusqu'au Chodesh Iyar de l'année suivante, le propriétaire ne pourra pas augmenter le prix du loyer durant cette période. Et toute majoration devra se faire le jour du Rosh Chodesh Iyar, c'est-à-dire au mois de mai. Même si le locataire signe un bail pour 6 mois, le propriétaire ne pourra pas le déloger contre son gré avant le mois de mai. Et le Bédine a le pouvoir de considérer cette clause convenue comme nulle et non avenue. Un an plus tard, ils fixèrent le montant maximal des loyers. Je cite, « Nous avons fixé le montant des loyers mensuels pour des logements spacieux à 15 muscales. Les propriétaires sont autorisés à réduire le montant de ces loyers, mais il leur est interdit de le majorer. » Cette takana est exceptionnelle. Il n'existe rien de semblable, ni dans la halakha, ni dans le droit civil. Il faut attendre 150 ans plus tard, en 1956, à Paris, à la suite d'une vague de froid entraînant la mort de nombreux sans-abri dans les rues françaises, pour que soit acquis par l'abbé Pierre la trêve hivernale, qui protège l'expulsion des locataires d'une expulsion avec le concours de la force publique entre le 1er novembre et le 31 mars. À Meknès, on ne pouvait pas mettre quelqu'un dehors entre le 1er mai et le 1er mai. Cette takana a été, vous me direz, quel intérêt d'éditer ces 2 livres de takanot qui sont devant vous? Quel intérêt? Somme toute ces histoires. Eh bien, figurez-vous, le 7 août 1211, dans un feuillet distribué par l'association des sans-abri en Israël, elle faisait appel à cette takana et faisait de Rabbi Raphaël Verdugo son saint patron. Est-ce que je peux avoir un peu Merci. Je m'excuse, je vois la télé, c'est pas mon habitude. Une seconde takana promulguée en 1799. Vous allez écouter. Elle est unique dans l'histoire des takanotes. Il s'agit de l'obligation pour un homme qui, après 10 ans de mariage, n'a pas eu de garçon, d'épouser une autre femme. Je cite la takana écrite et signée par Rabbi Raphaël Verdugo, elle est affichée devant vous. Nous avons également décrété que celui qui, après 10 ans de mariage, n'a pas eu d'enfant, sera contraint par le Bédine à épouser une autre femme en plus de la première. S'il s'en abstient, il devra payer une amende de centrale. Et s'il refuse, le Bédine prélèvera cette somme sur les biens qu'il laissera après son décès, comme le veut la procédure au sujet des dettes. Nous avons proclamé cette takana le Shabbat du mois de Nissan de l'année 1799 dans toutes les synagogues, takana qui fut expliquée et acceptée. 30 ans plus tard, en 1830, les rabbins de la communauté donnent un délai aux personnes au mois de Shevat, c'est-à-dire à peu près février. Ils donnent un délai aux personnes qui sont dans cette situation de se marier dans les 2 mois avant Pessah. Ils ont 2 mois pour se marier. Ou au plus tard avant Sukkot, pour peine de l'exproprier de ses biens et d'annuler les prêts qu'il a accordés à autrui. S'il y a quelqu'un qui vient, il va voir quelqu'un, il lui dit voilà, tu me dois 10 000 €, il lui dit tu t'es pas remarié, on te doit rien du tout. Il faut que tu te remaries. Ça n'existe pas ailleurs, c'est à Canut. Et on va expliquer pourquoi. À part l'aspect un petit peu marrant, c'est beaucoup plus sérieux. Maintenant, ici, une troisième takana importante. Elle date de 1830. Elle modifie une takana rédigée par les expulsés de Castille qui exigeait 10 ans de mariage sans descendance masculine pour permettre de se remarier. Les rabbins de Meknès
décidèrent de raccourcir ce délai à 3 ans en cas de seconde noce. Ils disaient, si la première fois il a attendu 10 ans, et la deuxième fois il a attendu 10 ans, et la troisième fois il va attendre 10 ans, et bien quand il aura un garçon, le garçon, il ne pourra pas avoir une bonne paternité. Alors ils ont dit, pour la première fois, c'est 10 ans, la deuxième fois, on raccourcit à 3 ans. Cette takana fut reprise mot à mot pour mot, par les rabbins de Fès 8 ans plus tard. Le choléra étant passé par là en 1833 et ayant entraîné plusieurs morts dans la communauté, il fallait faciliter son repeuplement. Ce fut la première fois en 200 ans que les rabbins de Fès, sous l'impulsion des rabbins de Meknès, remettaient en cause une takana bicentenaire. Ce fut une révolution à Fès, mais ce ne fut pas la dernière. En effet, la takana, avec un grand T, la takana de Meknès, il n'y en a une seule. La takana avec un T majuscule, qui révolutionna le droit marital et successoral principal de takana de Rabbi Raphaël Verdugo, porte le nom de takana Rabehira, ou la takana du choix. Rabbi Raphaël Verdugo ne trouvait pas juste le contrat castillan de communauté de biens, car dans le cas où un homme fortuné avait épousé une femme modeste et que celle-ci décédait, il entraînait le partage de tous ses biens avec le père, les frères, ses enfants ou les enfants de son épouse issus d'un autre mariage. Ainsi, plutôt que d'hériter les biens de sa femme, comme le prévoit le droit canonique, c'est le mari qui, de son vivant, se retrouvait dépossédé de sa fortune, qu'il devait partager avec les héritiers de sa femme. Plus encore, les fils réclamaient parfois avec effronterie le partage des biens et faisaient jurer à leur père devant le Beddin qu'ils n'avaient pas dissimulé des biens. Toutes ces raisons faisaient que lors du décès de sa première femme, encore plus de sa seconde ou de sa troisième femme, très peu de personnes osaient se remarier, de peur de finir pauvres et démunis. Le mariage coûtait cher, très très cher. Rabbi Raphaël Verdugo donna la possibilité aux héritiers de choisir entre le partage des biens selon le régime castillan ou alors de régler à la fin ou à ses héritiers le montant de sa ketouba et de ses biens propres. Au départ, cette takana datant de 1818 ne reçut guère un accueil favorable. De 1818, elle ne fut pas appliquée, jusqu'au jour où ses initiateurs parvinrent à la faire contresigner par certains notables de la communauté, dont le président Rabbi Shemuel Ben Malka. Elle fut annoncée dans toutes les synagogues le jour de Kippour 1820. Voilà la lettre d'annonce derrière vous. Et en bas l'écriture et la signature de Rabbi Raphaël Verdugo. Dans cette lettre d'annonce, il menace quiconque qui contesterait sa décision d'excommunication. Hein? Il dit Hatakana Kalpuno Metakenimota Zeratiri, pourquoi il dit Kun Mi'ar'el Aleha, ou dit Kun Mahazik, Fiad, dit Kun Mi'ar'el Aleha. En 2 mots, il dit que celui qui ose s'opposer à sa takana, il excommunie. Et un rabbin de son époque, il écrit que tout le monde tremblait dans les synagogues, même ceux qui étaient contre, ils avaient peur de dire qu'ils étaient contre. Les opposants ne désarmèrent pas, mais Rabbi Raphaël Verdugo leur expliqua qu'il n'annulait pas le contrat de Castille, mais laissait aux héritiers la possibilité de choisir entre ce contrat et celui qu'il proposait. Son décès, 1 an plus tard, dans ce contexte de controverse, fut interprété par ses pairs comme un signe du ciel indiquant qu'il aurait été rappelé auprès de son Créateur à cause de ses querelles. 6 mois après son décès, sa takana fut de nouveau adoptée, cette fois-ci de plein gré par toute la communauté. La takana, plus encore, s'imposa également à Fès, 40 ans plus tard, 1856, et à Sefrou en 1904, et ce fut le contrat de mariage en vigueur jusqu'en 1952,
date de la modification des contrats de mariage par le concile rabbinique. Mieux que cela, Rabbi Raphaël Baruch Toledano n'acceptait pas vraiment les décisions du concile rabbinique qui avait lieu à Rabat, et à Meknès, il continuait à faire des ketubot avec la Takana Rabbi Hira de Rabbi Raphaël en 1960 et 65. Il est clair que les dispositions introduites par Rabbi Raphaël Berdugo en matière de droit familial avaient pour but de faciliter les remariages, afin de repeupler une communauté qui avait presque été entièrement décimée entre les années 1779 et 1820. En 1779, à la suite d'une terrible famine. En 1790, après les pillages de Mouya el-Ziazi. En 1779 et 1819, année marquée par les épidémies. De sorte qu'entre 1738 et 1822, la population juive de Meknès diminua considérablement. Devant cette situation économique et les conditions d'existence qui n'étaient plus celles des expulsés de Castille, Rabbi Raphaël Berdugo rédigea des takanot grâce auxquelles il entendait défendre l'intérêt général. C'est pour ça qu'en 1799, comme nous l'avons rappelé, il décréta que celui qui n'avait pas eu de garçon après 10 ans de mariage se devait d'épouser une autre femme, en plus de la première. Il en est de même pour ce qui concerne la décision prise en 1800 limitant le montant de la ketouba. L'essentiel de son combat n'était pas de porter préjudice à l'épouse, mais au contraire, de défendre ses intérêts, puisqu'il entendait faciliter les mariages et promouvoir la croissance de la population. Pour finir, une takana qui fut également reprise à Fès fut la takana réclamant la majoration de la taxe sur la viande, appelée la takana de la Gabela, dont les revenus étaient reversés aux personnes nécessiteuses de Meknès, soulevant une vive controverse au sein de la communauté juive entre les années 1894 et 1897. Cette discorde dans les échos se firent entendre jusqu'en Israël, opposa Rabbi Shalom Amar, jeune juge rabbinique brillant et aisé, promoteur de cette takana, et un des notables de la ville qui ont contesté le bien fondé. Au mois d'Elul 1894, la takana prenant la majoration de la taxe sur la viande fut promulguée par 4 des 6 dayanim de Meknès, ainsi que la majorité des représentants de la communauté. Voilà, je voulais vous montrer un exemple du fonctionnement démocratique de la communauté. Une pétition pour augmenter la taxe de la viande avec 200 signatures. Cette majoration reçut le soutien de 4 sur les 6 dayanim de Fès, ainsi que du roi, qui dut prendre parti entre les belligérants. 4 ans plus tard, le 26 Tammuz 1898, la communauté de Fès, à son tour, adopte l'augmentation de la taxe sur la viande, validant cette takana par 4 des 6 dayanim après 2 tentatives avortées. En conclusion, il est clair que la créativité et l'originalité des takanot régissant la vie de la communauté juive de Meknès a été impulsée par Rabbi Raphaël Berdugo, tel que l'a dit son neveu, Rabbi Yaakov Berdugo, que l'on appelait le Hacham, lors de l'oraison funèbre qu'il a prononcée à son décès, en manuscrit que j'ai. Je vous cite un extrait. Je cite: « Nous avons déjà parlé de la grandeur de notre saint maître, sa grande qualité connue de tous, de s'efforcer à vouloir améliorer la qualité de vie des gens de sa génération. C'est takanot, notamment sur les prix des loyers, les règles de mariage et de divorce. Toute son attention était tournée vers le bien-être de la communauté. Tout est dit. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Moriyama, pour cette lecture des takanot du rabbin Raphaël Berdugo, qui s'intéresse finalement
aux préoccupations de sa communauté à travers le loyer, à travers les mariages, les divorces, à travers l'avion, mais aussi à travers un certain nombre de conditions de vie. C'est véritablement une immersion de la communauté de l'Église qui, à l'époque, était beaucoup plus innovative que la communauté de Fès. Je ne veux pas du tout donner de l'élan à la querelle entre Fès et l'Église. Non, mais il n'y a pas de... Non, je reviens. Il n'y a aucune querelle. Le livre des Tacanotes, c'est le livre des Tacanotes de Fès. Meknes a fait une mise à jour. C'est tout. Voilà, ils ont Je vais vous dire pourquoi à Fès, ils avaient des difficultés à faire une mise à jour. Les auteurs des Tacanotes fondatrices étaient au bout de la rue au cimetière. Il faut bien un hasard pour faire la paix. Ici, on était un peu plus loin. Et mieux encore, si vous me permettez, juste une petite histoire. Rabbi Raphaël Berdugo, les gens sont venus le voir et ils m'ont dit attends, qu'est-ce que tu es en train de faire, les rabbins de Castille, etc. Je leur ai dit soyez tranquille. Ils sont venus me voir dans le rêve, ils m'ont dit qu'ils étaient très contents de tout. Et mieux encore, dans la takana que les Fassis ont faite sur ce sujet, ils ont dit, et tout le monde sait, que Rabbi Raphaël Berdugo a dit que les rabbins, les auteurs de Castille, sont venus le voir dans les rêves et ils étaient très contents de ce qu'il a fait. Ceci dit, il faut faire très attention, il ne faut pas rire du tout de Rabbi Raphaël. C'est quelqu'un d'une autre dimension dont on n'est pas conscient, dont très peu sont conscients. Tout le monde aujourd'hui étudie beaucoup de choses, tout le monde étudie, etc. Mais Rabbi Raphaël, il n'y en avait qu'un au Maroc, en Afrique, et peut-être beaucoup plus grand encore. Mais tous ses descendants n'en sont pas conscients, mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Ça va être le sujet d'un autre colloque. Merci, M. Alma. Je donne la parole